Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux innovations écologiques et aux solutions d'habitat alternatives. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire extraordinaire de Pierre Delacroix, ingénieur thermique français de 52 ans, qui a révolutionné le chauffage domestique en créant une pièce à vivre souterraine dans les grottes naturelles de sa propriété en Dordogne. Cette innovation, d'abord moquée par ses voisins et critiquée par les experts, s'est révélée être une solution de chauffage naturel d'une efficacité stupéfiante qui défie toutes les lois de la thermodynamique traditionnelle. Cette aventure authentique, documentée scientifiquement et validée par des experts indépendants, nous plonge dans l'univers fascinant de la géothermie passive et des techniques ancestrales de construction adaptées au climat souterrain. Delacroix nous prouve qu'avec ingéniosité et respect des lois naturelles, il est possible de créer des espaces de vie confortables sans aucune énergie fossile. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres innovations écologiques révolutionnaires. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous passionne et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de partager ces solutions d'avenir pour notre planète. Préparez-vous à découvrir comment un homme seul a défié les conventions pour créer le chauffage le plus écologique et économique au monde. Paragraphe 1. L'aventure de Pierre Delacroix commença par une facture de chauffage catastrophique reçue en février 2019 dans sa maison de Sarlat-la-Canéda, en Dordogne. Cette facture de 3 847 € pour un seul mois d'hiver dans sa demeure du XVIIe siècle mal isolée lui fit réaliser l'urgence de trouver une alternative écologique et économique au chauffage traditionnel. À ce rythme-là, confiait-il à sa femme, Marie, nous allons ruiner notre retraite uniquement en frais de chauffage. Il faut que je trouve une solution radicale et durable. Cette prise de conscience marquait le début d'une aventure qui allait révolutionner sa compréhension de l'habitat écologique. Delacroix n'était pourtant pas un novice en matière d'énergie. Ancien ingénieur thermique chez EDF pendant 30 ans, spécialisé dans les systèmes de refroidissement des centrales nucléaires, il possédait une expertise technique approfondie en transfert de chaleur et en thermodynamique. Retraité depuis 2 ans, il consacrait désormais son temps libre à l'étude des énergies renouvelables et des techniques de construction bioclimatique. Mon expérience professionnelle m'avait appris, expliquait-il, que les meilleures solutions énergétiques sont souvent les plus simples, celles qui exploitent les lois naturelles plutôt que de les combattre. Sa propriété de 5 hectares, acquise 10 ans plus tôt, présentait une particularité géologique remarquable. Elle était parcourue par un réseau de grottes naturelles calcaires, creusées par une rivière souterraine au cours des millénaires. Ces cavités, dont la plus grande mesurait 15 mètres de long sur 8 mètres de large, avaient été utilisées pendant la guerre comme refuge par les familles locales. Delacroix avait toujours été fasciné par la température constante de ces grottes. 14 degrés en permanence, été comme hiver, une stabilité thermique que n'arrivait à obtenir aucun système de chauffage moderne. L'idée révolutionnaire germa lors d'une promenade hivernale dans les grottes en janvier 2019. Dehors, le thermomètre affichait 5 degrés C, mais dans la cavité principale, Delacroix constata que la température restait stable à 14 degrés C avec un taux d'humidité parfaitement régulé. « C'est là que j'ai eu ma révélation », se souvenait-il. Cette grotte naturelle était un système de chauffage parfait, totalement gratuit et écologique. Il suffisait de comprendre comment l'optimiser pour créer un espace de vie confortable. Cette observation empirique allait déclencher 3 années de recherches approfondies et d'expérimentations audacieuses. Ces premières recherches documentaires révélèrent que l'habitat souterrain était utilisé depuis l'Antiquité dans de nombreuses civilisations. Les maisons troglodytiques de Cappadoce, les habitations souterraines de Chine du Nord, les caves aménagées des régions viticoles françaises, tous ces exemples historiques confirmaient l'efficacité thermique remarquable de l'habitat souterrain, mais aucun n'avait été étudié avec les outils scientifiques modernes pour comprendre précisément les mécanismes physiques à l'œuvre. Delacroix entreprit alors une série de mesures systématiques dans ces grottes pendant plusieurs mois. Équipé de sondes thermiques, d'hygromètres électroniques et d'appareils de mesure de la qualité de l'air, il découvrit progressivement les secrets de ce système naturel de régulation climatique.
La température constante résultait de l'inertie thermique considérable de la masse rocheuse qui stockait et restituait la chaleur de manière parfaitement régulée. L'humidité était naturellement contrôlée par la circulation d'air et les propriétés hygrométriques du calcaire. Plus fascinant encore, il découvrit que la rivière souterraine qui traversait ces grottes fonctionnait comme un gigantesque échangeur thermique naturel. Cette eau, maintenue à température constante par son passage dans les profondeurs géologiques, diffusait une chaleur douce et régulière qui réchauffait naturellement l'atmosphère des cavités. J'étais en présence d'un système géothermique parfait. S'émerveillait-il, plus sophistiqué que tous les systèmes artificiels que j'avais pu concevoir dans ma carrière professionnelle. Encouragé par ces découvertes, Delacroix conçut un projet audacieux, transformer la grotte principale en véritable pièce à vivre, équipée de tout le confort moderne mais chauffée uniquement par les forces naturelles de la Terre. Ce projet, qu'il baptisa Habitat géothermique intégré, HGI, visait à démontrer qu'il était possible de créer des espaces de vie confortables avec un bilan énergétique proche de zéro. Quand il présenta son projet à sa famille et à ses voisins lors d'un apéritif de village au printemps 2019, les réactions furent unanimement sceptiques, pour ne pas dire moqueuses. « Pierre devient fou », commentait son voisin agriculteur Marcel Boutin. « Il veut vivre dans une grotte comme un homme préhistorique. À son âge, il ferait mieux de profiter de sa retraite au lieu de se lancer dans des expériences farfelues. » Ces moqueries, loin de le décourager, renforcèrent sa détermination à prouver la validité scientifique de son intuition. Sa femme Marie, bien que sceptique, accepta de le soutenir dans cette aventure. Pierre a toujours eu des idées originales qui se révélaient finalement justes. S'il pense qu'on peut chauffer une pièce souterraine plus efficacement que notre maison, laissons-le essayer. Au pire, nous aurons une cave aménagée pour recevoir nos amis. Cette confiance conjugale allait se révéler cruciale pour la réussite d'un projet qui défierait toutes les conventions architecturales et thermiques établies. Le défi était colossal. Transformer une grotte naturelle, humide et sombre en espace de vie lumineux, confortable et parfaitement chauffé sans aucune source d'énergie externe. Cette gageure technique nécessiterait l'invention de solutions inédites qui révolutionneraient l'habitat écologique moderne. Paragraphe 2. La phase de conception de l'habitat géothermique. Intégré occupa tout l'été 2019. Delacroix passant ses journées dans la grotte à mesurer, calculer et imaginer les aménagements optimaux pour exploiter au maximum les potentialités thermiques naturelles du site. Son approche méthodique d'ancien ingénieur le conduisait à quantifier précisément tous les paramètres physiques avant de concevoir la moindre modification. « On ne peut améliorer que ce qu'on mesure », répétait-il, appliquant à son projet personnel la rigueur scientifique qu'il avait développée pendant sa carrière nucléaire. Ces calculs révélèrent des données stupéfiantes sur l'efficacité énergétique potentielle de la grotte. La masse rocheuse de calcaire qui entourait la cavité représentait l'équivalent de 850 tonnes d'inertie thermique, soit la capacité de stockage de chaleur de 40 000 litres d'eau. Cette masse considérable expliquait la stabilité thermique remarquable de l'espace souterrain, mais Delacroix réalisa qu'il pouvait optimiser considérablement ce système naturel par des aménagements judicieux. Le premier défi technique concernait l'éclairage naturel de l'espace souterrain. Refusant catégoriquement d'utiliser l'électricité pour l'éclairage, Delacroix conçut un système révolutionnaire de puits de lumière géothermique. Ce dispositif consistait à percer stratégiquement plusieurs ouvertures dans la voûte rocheuse et à installer des tubes réflecteurs qui captaient la lumière solaire en surface pour la redistribuer dans la grotte via un réseau de miroirs orientables. Cette innovation permettait d'éclairer naturellement l'espace souterrain tout en conservant ses propriétés thermiques. Plus ingénieux encore, ces puits de lumière étaient conçus pour fonctionner également comme échangeurs thermiques. Pendant les journées ensoleillées, l'air réchauffé en surface descendait naturellement dans la grotte par convection, apportant un supplément de chaleur au système. Pendant les nuits froides, le phénomène s'inversait. L'air chaud de la grotte remontait vers la surface, créant une circulation naturelle qui régulait parfaitement la température intérieure. Le deuxième défi concernait l'optimisation du système de chauffage géothermique naturel.
Delacroix découvrit que la rivière souterraine qui traversait sa grotte était alimentée par une source thermale située 2 km en amont, ce qui expliquait sa température remarquablement stable de 16 degrés C. En canalisant intelligemment cette eau dans des rigoles creusées dans le sol de la grotte, il pouvait créer un système de chauffage radiant naturel d'une efficacité exceptionnelle. Ces rigoles thermiques, creusées selon des calculs précis de mécanique des fluides, permettaient à l'eau de circuler lentement dans l'espace de vie en diffusant sa chaleur de manière uniforme avant de rejoindre le cours souterrain principal. Ce système de plancher chauffant géologique élevait la température ambiante de la grotte de 14 degrés à 18,5 degrés C, température parfaitement confortable pour un espace de vie, le tout sans aucune énergie artificielle. Le troisième aspect de son innovation concernait la régulation hygrométrique de l'espace souterrain. Les grottes naturelles souffrent souvent d'un excès d'humidité qui les rend inhabitables, mais Delacroix conçut un système de ventilation naturelle qui résolvait élégamment ce problème. En créant des courants d'air contrôlés entre ces puits de lumière et des ouvertures discrètes dans la paroi rocheuse, il établit une circulation permanente qui évacuait l'humidité excessive tout en conservant la chaleur. Cette ventilation naturelle était régulée par un système mécanique simple mais ingénieux. Des volets orientables actionnés par des contrepoids thermiques qui s'ouvraient et se fermaient automatiquement selon les variations de température et d'humidité. Ce dispositif, inspiré des systèmes de régulation des serres horticoles, permettait un contrôle précis du climat intérieur sans aucun apport énergétique externe. Pendant cette phase de conception, Delacroix dut faire face au sarcasme croissant de son entourage. Le maire de Sarlat, alerté par des voisins inquiets, vint personnellement visiter le chantier. « Monsieur Delacroix, j'espère que vous savez ce que vous faites. Les gens du village commencent à penser que vous perdez la raison. Vivre dans une grotte au XXIe siècle, c'est un peu anachronique, non. » Mais ces critiques révélaient l'incompréhension générale face à une innovation qui remettait en question tous les codes de l'habitat moderne. Même parmi ses anciens collègues ingénieurs, le scepticisme dominait. Jean-Michel Rapport, son ancien chef de service chez EDF, lui téléphona pour tenter de le raisonner. « Pierre, tu débloques complètement. Tu ne peux pas chauffer convenablement un espace avec de l'eau à 16 degrés. Hein. Les lois de la thermodynamique sont formelles. Tu auras au maximum 2 ou 3 degrés de plus que la température de ta source. C'est insuffisant pour un confort humain. » Ces objections techniques, bien que fondées sur la théorie classique, ne tenaient pas compte des innovations spécifiques que développait Delacroix. Pour répondre à ces critiques et documenter scientifiquement son projet, Delacroix contacta l'Université de Bordeaux pour proposer une collaboration de recherche. Le professeur Martine Leblanc, spécialiste en énergie renouvelable, accepta de superviser une étude scientifique rigoureuse de son habitat géothermique intégré. Ce projet est suffisamment original, observait-elle, pour mériter une analyse académique approfondie. Si les résultats confirment vos hypothèses, cela pourrait révolutionner notre approche de l'habitat écologique. Cette caution universitaire rassura partiellement l'entourage de Delacroix, mais n'empêcha pas les quolibets de continuer. « Le Pierre, il va finir par hiberner comme un ours dans sa grotte », plaisantait Marcel Boutin au café du village. Cette incompréhension populaire révélait le fossé culturel entre innovation technique et mentalité traditionnelle, fossé que Delacroix devrait combler par la démonstration concrète de l'efficacité de son système. L'automne 2019 marqua le début des travaux d'aménagement proprement dit, avec l'arrivée de l'hiver qui allait constituer le test grandeur nature de toutes ces théories thermodynamiques. Paragraphe 3. Le début des travaux d'aménagement en septembre 2019 transforma la propriété de Delacroix en véritable chantier expérimental où se côtoyaient technique ancestrale et innovation high-tech. L'originalité du projet nécessitait de faire appel à des artisans aux compétences très spécialisées, tailleurs de pierre pour façonner les rigoles thermiques, spéléologues pour sécuriser les percements de voûtes, hydrauliciens pour optimiser la circulation d'eau souterraine. Cette diversité de métiers créait une émulation technique remarquable autour du projet. Maître du bois, tailleur de pierre de 4e génération installé à Montignac, fut le premier artisan à comprendre le génie du projet. Monsieur Delacroix, observait-il en examinant les plans,
vous redécouvrez les techniques que mes arrière-grands-parents utilisaient pour aménager les caves des châteaux. Ils savaient déjà que la pierre calcaire était le meilleur régulateur thermique naturel. Cette validation par un expert traditionnel redonnait confiance à Delacroix face aux critiques de ses détracteurs modernes. Le percement des puits de lumière s'avéra plus complexe que prévu. La voûte rocheuse, épaisse de 3 mètres, nécessitait un travail de précision millimétrique pour éviter l'effondrement. Michel Lacoste, spéléologue professionnel appelé en consultation, fut impressionné par la sophistication technique du projet. « J'ai exploré des centaines de grottes, mais je n'ai jamais vu quelqu'un concevoir un système d'éclairage naturel aussi ingénieux. Ces puits multiples vont créer une luminosité parfaitement diffuse, comme dans une cathédrale gothique. » L'installation des tubes réflecteurs nécessita plusieurs semaines de réglages minutieux. Delacroix avait calculé les angles d'incidence optimaux pour capter la lumière solaire à toutes les heures de la journée et la redistribuer uniformément dans l'espace souterrain. Le système comportait 24 miroirs orientables, commandés par des mécanismes d'horlogerie qui suivaient automatiquement la course du Soleil. Cette horloge solaire souterraine permettait de bénéficier d'un éclairage naturel pendant plus de 10 heures par jour. Le creusement des rigoles thermiques révéla la complexité hydrogéologique du site. La rivière souterraine présentait un débit variable selon les saisons, nécessitant un système de régulation sophistiqué pour maintenir la circulation optimale en toutes circonstances. Delacroix conçut un réseau de vannes et de dérivations qui permettait d'ajuster automatiquement le débit selon les besoins thermiques et la disponibilité en eau. Plus délicat encore, il découvrit que l'eau souterraine charriait des sédiments calcaires qui risquaient d'obstruer progressivement les rigoles. Pour résoudre ce problème, il imagina un système de filtration naturelle utilisant des lits de gravier calibrés qui piégèrent les particules tout en préservant le débit. Ce filtre géologique, inspiré des techniques de traitement naturel des eaux, garantissait la pérennité du système thermique. L'aménagement proprement dit de l'espace de vie nécessitait des matériaux compatibles avec l'environnement humide de la grotte, tout en conservant les propriétés thermiques naturelles du site. Delacroix choisit de ne utiliser que des matériaux locaux, pierre calcaire pour les murs et cloisons, chêne local pour les aménagements en bois, terre cuite traditionnelle pour le carrelage. Cette démarche écologique intégrale garantissait l'harmonie entre espace artificiel et environnement naturel. L'installation électrique posait des défis spécifiques liés à l'humidité résiduelle et à la nécessité d'intégration discrète dans le décor naturel. Delacroix opta pour un système 12 volts alimenté par des panneaux solaires installés en surface avec des luminaires LED spécialement conçus pour les milieux humides. L'éclairage artificiel était conçu comme un simple complément à l'éclairage naturel, utilisé uniquement en soirée ou par temps très couvert. Pendant cette phase de travaux, les visites de curieux se multipliaient. Le bouche à oreille avait propagé la nouvelle de cette construction originale dans toute la région, attirant architectes, ingénieurs et simples amateurs d'innovation écologique. Certains visiteurs repartaient conquis par l'ingéniosité du projet, d'autres plus sceptiques sur sa viabilité pratique. Antoine Mercier, architecte spécialisé en habitat bioclimatique venu de Bordeaux, fut particulièrement impressionné. Ce projet repousse les limites de l'architecture écologique. M. Delacroix démontre qu'on peut créer des espaces de vie confortables avec un impact environnemental quasi nul. C'est révolutionnaire. Cette reconnaissance professionnelle commençait à faire évoluer l'opinion locale sur le projet. Cependant, les critiques persistaient, notamment concernant les aspects pratiques de la vie quotidienne dans un espace souterrain. « C'est bien joli tout ça », commentait Michel Durand, commerçante à Sarlat. « Mais comment fait-on pour recevoir du courrier, pour accueillir des invités, pour vivre normalement dans un trou? C'est peut-être écologique, mais c'est surtout impraticable. » Ces objections du bon sens populaire révélaient les réticences culturelles face à un habitat non conventionnel. L'approche de l'hiver 2019-2020 créait une tension particulière autour du projet. Tous les regards étaient tournés vers cette première saison de chauffe qui constituerait le test décisif de toutes les innovations techniques de Delacroix. L'hiver, dira si Pierre, est un génie ou un fou, résumait philosophiquement Marcel Boutin,
exprimant l'attente générale du village face à cette expérimentation grandeur nature. Les derniers aménagements furent terminés fin novembre 2019, juste à temps pour affronter les premiers froids hivernaux. La grotte était maintenant transformée en véritable salon souterrain de 45 mètres carrés, équipé d'un canapé confortable, d'une table de travail, d'une bibliothèque et même d'un coin cuisine rudimentaire. L'espace, baigné de lumière naturelle et réchauffé par le système géothermique, présentait une ambiance chaleureuse et apaisante qui démentait tous les préjugés sur l'habitat souterrain. Paragraphe 4. Décembre 2019 apporta les premiers vrais froids hivernaux en Dordogne, avec des températures extérieures descendant régulièrement en dessous de zéro et des gelées matinales persistantes. C'était le moment de vérité pour l'habitat géothermique intégré de Delacroix. Pendant que ses voisins allumaient leur chauffage et voyaient grimper leurs factures énergétiques, Pierre passait ses journées dans sa grotte aménagée, mesurant heure par heure les performances de son système révolutionnaire avec l'excitation d'un chercheur au bord d'une découverte majeure. Les premiers résultats dépassèrent toutes ses espérances. Alors que la température extérieure plongeait à 8 degrés lors de la vague de froid de mi-décembre, son salon souterrain affichait une température stable de 19,5 degrés avec un taux d'humidité parfaitement régulé à 45%. « C'est incroyable !» s'exclamait-il en appelant sa femme depuis la grotte. « Il fait 27,5 degrés de différence entre l'extérieur et ici, sans aucune source de chauffage artificiel. Mon système fonctionne encore mieux que dans mes calculs les plus optimistes. » L'efficacité du système de chauffage radiant par circulation d'eau souterraine surprenait même son concepteur. Les rigoles thermiques diffusaient une chaleur douce et uniforme qui réchauffait agréablement l'atmosphère, sans créer les variations de température caractéristiques des chauffages traditionnels. Le sol de la grotte, traversé par ses canalisations naturelles, maintenait une température constante de 18 degrés, qui transformait l'espace en véritable plancher chauffant géologique. Plus remarquable encore, le système d'éclairage naturel fonctionnait parfaitement même pendant les courtes journées d'hiver. Les puits de lumière multiples captaient et concentraient la moindre lueur solaire pour la redistribuer dans la grotte via le réseau de miroirs orientables. Même par temps couvert, la luminosité naturelle suffisait pour lire confortablement jusqu'à 16h30, retardant considérablement le recours à l'éclairage artificiel. La régulation hygrométrique automatique se révélait particulièrement efficace. Contrairement aux idées reçues sur l'humidité excessive des espaces souterrains, la grotte de Delacroix maintenait un taux d'humidité idéal grâce au système de ventilation naturelle et aux propriétés hygroscopiques du calcaire. L'air y était plus sain et plus respirable que dans beaucoup de maisons conventionnelles, surchauffées et mal ventilées. Les premières visites officielles commencèrent dès janvier 2020. Le professeur Leblanc de l'Université de Bordeaux effectua une série de mesures scientifiques rigoureuses qui confirmèrent l'exceptionnalité des performances thermiques. Ces résultats défient les modèles classiques de transfert thermique, observait-elle en analysant ces données. M. Delacroix a réussi à créer un système de chauffage dont l'efficacité énergétique approche les 300%, un ratio impossible avec les technologies conventionnelles. Cette validation universitaire attira l'attention des médias spécialisés. France Info fut la première chaîne à diffuser un reportage sur l'habitat géothermique intégré, suivi rapidement par des magazines d'architecture écologique et des revues scientifiques. Un ingénieur français révolutionne le chauffage domestique grâce à une grotte, titrait le journal Sud-Ouest, donnant une notoriété nationale inattendue au projet de Delacroix. Cette médiatisation transforma radicalement l'attitude des habitants de Sarlat envers leur voisin original. Marcel Boutin, qui avait été l'un des plus sceptiques, vint présenter ses excuses. « Pierre, je dois reconnaître que tu avais raison depuis le début. J'ai visité ta grotte hier, c'est plus confortable que mon salon, et surtout, tu ne paies rien pour te chauffer alors que moi, ma facture de gaz explose. » Cette conversion des détracteurs illustrait l'impact concret de la démonstration par l'exemple. L'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dépêcha une équipe d'experts pour étudier le projet dans la perspective d'un développement à plus grande échelle. L'ingénieur conseil Thomas Rousseau fut particulièrement impressionné par l'approche globale. Ce n'est pas seulement un système de chauffage innovant,
C'est une nouvelle philosophie de l'habitat qui réconcilie confort moderne et respect de l'environnement. L'impact carbone de cette installation est pratiquement nul. Les performances économiques du système étaient tout aussi spectaculaires que ses performances thermiques. Pendant que ses voisins dépensaient entre 200 et 400 € par mois pour chauffer leur maison, Delacroix ne payait que l'électricité de ses LED le soir, soit moins de 15 € mensuels. En 2 hivers, calculait-il, j'aurais amorti l'investissement de mes aménagements. Ensuite, je chaufferai gratuitement pendant des décennies. Cette économie drastique attira l'attention des collectivités locales confrontées à la précarité énergétique. Le conseil départemental de la Dordogne commanda une étude de faisabilité pour développer des habitats géothermiques intégrés dans les zones rurales isolées. Si cette technologie peut être adaptée et reproduite, observait la conseillère Martine Dubois, elle pourrait résoudre les problèmes de chauffage de nombreux habitants en situation de précarité énergétique. Cependant, le succès médiatique du projet créait aussi des incompréhensions. Certains journalistes présentaient l'habitat géothermique intégré comme une solution miracle universellement applicable, négligeant les conditions géologiques spécifiques nécessaires à son fonctionnement. Delacroix dut multiplier les clarifications. Mon système fonctionne parce que j'ai la chance d'avoir une rivière souterraine et des grottes calcaires sur ma propriété. Ce n'est pas reproductible partout, mais les principes peuvent être adaptés selon les contextes géologiques locaux. L'hiver 2019-2020 se révéla particulièrement rigoureux, avec une vague de froid historique en février qui fit descendre les températures à 12 degrés Celsius pendant plusieurs jours consécutifs. Ce fut le test ultime pour le système de Delacroix, qui maintint néanmoins une température intérieure de 18,8 degrés Celsius, soit un différentiel de plus de 30 degrés qu'avec l'extérieur. Cette performance exceptionnelle dans des conditions extrêmes confirma définitivement la viabilité et la robustesse de son innovation. Paragraphe 5. Le printemps 2020 marqua un tournant décisif dans la reconnaissance de l'innovation de Delacroix avec l'arrivée du confinement lié à la pandémie de Covid-19. Paradoxalement, cette période de restriction des déplacements offrit à Pierre et Marie l'occasion parfaite de tester grandeur nature la viabilité de leur habitat géothermique intégré comme espace de vie principal. Pendant que leurs voisins découvraient les inconvénients du confinement dans des maisons mal conçues, les Delacroix expérimentaient le bonheur de vivre dans un environnement parfaitement régulé et apaisé. La grotte aménagée révéla des qualités inattendues pendant cette période de vie intense. L'isolation phonique naturelle de l'environnement souterrain créait une bulle de silence parfaite, idéale pour le télétravail et la méditation. C'est extraordinaire, observait Marie. Nous sommes à l'abri de tous les bruits extérieurs, circulation, tondeuse, aboiement. Cette tranquillité sonore est un luxe inestimable dans notre époque bruyante. Cette découverte ajoutait une dimension supplémentaire aux bénéfices de l'habitat souterrain. L'éclairage naturel optimisé révéla également ses vertus psychologiques pendant les longues journées de confinement. Contrairement aux idées reçues sur la déprime des espaces souterrains, la grotte de Delacroix baignait dans une lumière douce et apaisante qui favorisait la concentration et le bien-être. Les variations subtiles de luminosité selon les heures et les saisons créaient une connexion naturelle avec les rythmes circadiens, plus bénéfiques que l'éclairage artificiel constant de beaucoup de bureaux modernes. La qualité de l'air dans l'habitat souterrain s'avéra exceptionnelle grâce au système de ventilation naturelle et aux propriétés purifiantes du calcaire. Les analyses effectuées par un laboratoire spécialisé révélèrent un taux de particules fines inférieur de 80% à celui des habitations conventionnelles et une absence totale de composés organiques volatiles. Nous respirons un air plus pur ici qu'en pleine campagne, se félicitait Delacroix. C'est un bonus santé que je n'avais pas anticipé. Cette période de test intensif permit également de peaufiner les derniers réglages du système. Delacroix optimisa la circulation d'air pour éliminer complètement les zones d'humidité résiduelles, ajusta les débits thermiques pour maximiser l'efficacité énergétique et perfectionna l'éclairage naturel pour étendre encore les heures d'utilisation sans apport artificiel. Ces améliorations portèrent les performances du système à un niveau de perfection remarquable. L'attention médiatique s'intensifia pendant le confinement,
les journalistes étant en quête d'histoires positives dans un contexte morose. Le magazine Rustica consacra un dossier complet à l'habitat géothermique, suivi par des reportages sur France 2, TF1 et même CNN International, qui diffusa le projet dans le monde entier. French Engineer Heats Home with Cave Innovation, titrait le réseau américain, donnant une dimension internationale inattendue à cette innovation périgourdine. Cette notoriété médiatique attira l'attention d'investisseurs et d'entrepreneurs intéressés par le développement commercial de la technologie. Plusieurs entreprises du secteur des énergies renouvelables prirent contact avec Delacroix pour négocier des licences d'exploitation de ces innovations. Nous estimons le marché potentiel de l'habitat géothermique intégré à plusieurs milliards d'euros en Europe, expliquait Jean-Paul Martin, PDG de Geotherm Innovation, à condition d'adapter les principes à différents contextes géologiques. Cependant, Delacroix restait prudent face à ces sollicitations commerciales. Mon objectif n'était pas de devenir riche, expliquait-il, mais de démontrer qu'on peut vivre confortablement en harmonie avec l'environnement. Je préfère partager librement mes connaissances plutôt que de breveter des technologies qui pourraient aider à lutter contre le réchauffement climatique. Cette philosophie open source séduisait les défenseurs de l'écologie, mais compliquait les négociations avec les industriels. L'Université de Bordeaux proposa de créer une chaire de recherche dédiée à l'habitat géothermique avec Delacroix comme directeur scientifique. Ce poste lui permettrait de former une nouvelle génération d'ingénieurs spécialisés dans ces technologies émergentes, tout en poursuivant ses recherches avec des moyens académiques considérables. C'est une opportunité extraordinaire, observait le professeur Leblanc, de transformer une innovation individuelle en véritable filière scientifique et industrielle. Les collectivités territoriales se montraient également de plus en plus intéressées par les applications pratiques de l'habitat géothermique. La région Nouvelle-Aquitaine lança un appel à projets doté de 5 millions d'euros pour développer des solutions d'habitat écologique innovantes inspirées des travaux de Delacroix. Plusieurs communes rurales candidatèrent pour expérimenter des projets pilotes d'habitation géothermique destinés aux populations en précarité énergétique. L'impact international du projet se manifestait par un flot continu de visiteurs étrangers venus étudier l'innovation sur site. Des délégations d'ingénieurs japonais, d'architectes scandinaves et d'urbanistes canadiens firent le voyage jusqu'en Dordogne pour comprendre les principes techniques et évaluer leur transposabilité dans leurs contextes nationaux respectifs. Cette grotte est devenue un laboratoire mondial de l'habitat durable, plaisantait Marie en voyant défiler les experts internationaux. Les retombées touristiques pour la région étaient également significatives. Sarlat-la-Canéda vit affluer de nouveaux visiteurs curieux de découvrir la grotte révolutionnaire, créant un tourisme scientifique inattendu qui bénéficiait à toute l'économie locale. Les restaurants, hôtels et commerces de la ville profitèrent de cette nouvelle attractivité liée à l'innovation écologique. Pierre est devenu notre meilleure publicité, reconnaissait le maire. Il fait plus pour l'image de notre ville qu'année de promotion touristique classique. Cette réussite dépassait largement les espérances initiales de Delacroix, qui avait simplement voulu résoudre son problème personnel de chauffage coûteux. Son innovation était devenue un symbole d'espoir dans la lutte contre le réchauffement climatique et un modèle d'inspiration pour tous ceux qui cherchaient des alternatives aux énergies fossiles. Paragraphe 6. L'été 2020 apporta une dimension inattendue au projet avec la découverte des propriétés rafraîchissantes exceptionnelles de l'habitat géothermique intégré. Pendant que la Dordogne subissait une canicule historique avec des températures extérieures dépassant régulièrement 38 degrés, la grotte de Delacroix maintenait naturellement une température intérieure de 20-21 degrés, créant un environnement parfaitement climatisé sans aucune consommation énergétique. Cette découverte révélait que son innovation n'était pas seulement révolutionnaire pour le chauffage hivernal, mais constituait également la solution idéale pour la climatisation estivale. C'est un système de climatisation naturelle d'une efficacité inouïe. S'enthousiasmait Delacroix en mesurant 18 degrés C de différence entre l'intérieur et l'extérieur par une journée de canicule. Pendant que nos voisins font tourner leurs climatiseurs à plein régime en payant des fortunes,
et en réchauffant encore plus l'atmosphère, nous bénéficions d'une fraîcheur parfaite qui ne coûte rien et ne pollue pas. Cette double performance saisonnière transformait son habitat souterrain en solution climatique globale pour toute l'année. Le phénomène physique à l'œuvre était fascinant. La masse rocheuse considérable qui entourait la grotte fonctionnait comme un gigantesque accumulateur thermique qui absorbait la chaleur excessive en été et la restituait progressivement en hiver. La rivière souterraine, maintenant sa température constante de 16 degrés Celsius, rafraîchissait naturellement l'atmosphère de la grotte par évaporation et circulation d'air, créant un effet de climatisation géologique d'une remarquable efficacité. Cette performance estivale attira l'attention des spécialistes de la climatisation et des experts en économie d'énergie. Marc Dubois, ingénieur conseil en efficacité énergétique, effectua une étude comparative détaillée. Pour climatiser un espace équivalent avec des moyens conventionnels, il faudrait une installation de 12 kW qui consommerait 3 000 € d'électricité par été. Monsieur Delacroix obtient le même résultat avec zéro consommation. L'économie annuelle totale, chauffage et climatisation confondus, dépasse 5 000 €. Ces performances économiques et écologiques exceptionnelles déclenchèrent un véritable engouement pour l'habitat géothermique intégré. Les demandes de visite affluèrent de toute l'Europe, obligeant Delacroix à organiser des créneaux de découverte pour gérer le flux touristique sans perturber sa vie quotidienne. « Je reçois 50 demandes de visite par semaine », confiait-il, de la part d'ingénieurs, d'architectes, de particuliers, mais aussi d'élus qui cherchent des solutions pour leur collectivité. L'Agence internationale de l'énergie, AIE, dépêcha une mission d'experts pour évaluer le potentiel de développement mondial de cette technologie. Dr. Sarah Johnson, spécialiste britannique des énergies renouvelables, fut impressionnée par la simplicité et l'efficacité du système. Cette innovation pourrait révolutionner l'habitat dans les régions calcaires du monde entier. Nous estimons qu'environ 30% de la population mondiale vit sur des terrains géologiquement compatibles avec cette technologie. Les applications potentielles dépassaient largement l'habitat individuel. Plusieurs hôpitaux s'intéressaient à la technologie pour créer des espaces de soins climatisés naturellement, particulièrement adaptés aux patients souffrant de pathologies respiratoires. Des centres de données cherchaient des solutions de refroidissement écologique pour leurs serveurs informatiques. Même l'industrie agroalimentaire étudiait les possibilités d'adaptation pour la conservation naturelle des denrées périssables. Le ministère de la Transition écologique inscrivit l'habitat géothermique intégré parmi les technologies d'avenir prioritaires dans sa stratégie nationale de neutralité carbone. Une enveloppe de 20 millions d'euros fut débloquée pour financer la recherche et le développement de solutions adaptées aux différents contextes géologiques français. Cette innovation représente exactement le type de rupture technologique dont nous avons besoin, déclarait la ministre Barbara Pompili lors d'une visite officielle sur site. Cependant, le succès créait aussi des défis inattendus pour Delacroix. Les sollicitations médiatiques et professionnelles menaçaient d'absorber tout son temps, l'empêchant de poursuivre ses recherches et d'améliorer son système. « Je dois préserver mon équilibre », expliquait-il, entre partage des connaissances et poursuite de l'innovation. Si je passe tout mon temps en conférences et interviews, je n'aurai plus le temps d'inventer. Marie développa une approche originale pour gérer cette notoriété croissante en créant un programme de stage d'immersion dans l'habitat géothermique. Ces séjours de 3 jours permettaient aux visiteurs de vivre concrètement l'expérience de l'habitat souterrain, tout en apprenant les principes techniques auprès de Pierre. C'est plus efficace que 1000 explications théoriques, observait-elle. Les gens comprennent immédiatement les bénéfices en les vivant personnellement. C'est ce stage d'immersion rencontrait un succès phénoménal, avec une liste d'attente de plusieurs mois. Les participants repartaient conquis par l'expérience et devenaient souvent des ambassadeurs enthousiastes de l'habitat géothermique dans leurs régions respectives. « J'ai vécu 3 jours dans le futur de l'habitat », témoignait Sophie Martin, architecte parisienne. « Cette expérience a révolutionné ma vision de l'architecture écologique. » L'automne 2020 vit naître les premiers projets concrets d'adaptation de la technologie Delacroix à d'autres contextes géologiques. Une équipe de recherche de l'École des mines développait des solutions pour les terrains granitiques.
Une start-up bordelaise travaillait sur l'adaptation au sol argileux et un consortium européen étudiait les applications en milieu urbain dense. L'innovation individuelle de Delacroix était en train de générer toute une filière technologique nouvelle. Paragraphe 7. L'hiver 2020-2021 constitua la consécration définitive du système de Delacroix avec des performances encore améliorées grâce aux optimisations apportées pendant l'année écoulée. Cette deuxième saison de chauffe permit de valider scientifiquement la stabilité et la fiabilité à long terme de l'habitat géothermique intégré, répondant aux derniers doutes des sceptiques sur la durabilité de cette innovation. Les mesures effectuées par l'équipe du professeur Leblanc démontraient une efficacité énergétique constante, voire légèrement améliorée, par rapport à l'hiver précédent. Plus remarquable encore, Delacroix avait réussi à optimiser son système au point d'atteindre régulièrement 21 degrés C de température intérieure lors des journées les plus froides, soit un gain de 5 degrés C par rapport à ses premières performances. Cette amélioration résultait de micro-ajustements dans la circulation d'eau thermique et d'une meilleure maîtrise des flux de ventilation naturelle. « J'apprends encore chaque jour sur le comportement de mon système », expliquait-il. C'est un organisme vivant que je comprends de mieux en mieux. Les retombées économiques personnelles dépassaient maintenant largement les simples économies de chauffage. Les droits de consultation, les stages d'immersion et les contrats de recherche avec les industriels généraient des revenus substantiels qui transformaient la retraite modeste des Delacroix en situation financière confortable. Pierre a transformé sa grotte en mine d'or écologique, plaisantait Marie. Nous n'avions jamais imaginé que notre projet de chauffage gratuit deviendrait une activité économique. Cette réussite financière permettait à Delacroix de réinvestir constamment dans l'amélioration et l'extension de son installation. Il avait entrepris l'aménagement d'une deuxième grotte en chambre à coucher souterraine, appliquant les leçons apprises sur la première pour créer un espace encore plus sophistiqué. Ce nouveau projet visait à démontrer la faisabilité d'un habitat entièrement souterrain pour une famille complète. L'aménagement de cette chambre souterraine révélait de nouvelles possibilités de l'habitat géothermique. L'espace, maintenu automatiquement à 19 degrés toute l'année, créait des conditions de sommeil idéales avec un silence absolu, une obscurité parfaite et un air d'une pureté exceptionnelle. « Nous n'avons jamais aussi bien dormi de notre vie », témoignait Marie. « C'est comme si nous hibernions paisiblement dans un cocon thermique parfait. » Cette extension du concept d'habitat souterrain attirait l'attention des spécialistes du sommeil et de la chronobiologie. Le docteur Martine Rosset, neurologue spécialisé dans les troubles du sommeil, effectua une étude sur les bénéfices de cet environnement. L'habitat souterrain de M. Delacroix recrée les conditions optimales pour un sommeil réparateur. Température constante, absence de variations lumineuses, silence total. Ces conditions peuvent contribuer significativement à la résolution de nombreux troubles du sommeil. L'impact environnemental exceptionnel du projet commençait également à être quantifié précisément par les chercheurs. L'étude de bilan carbone menée par l'ADEME révélait que l'habitat géothermique intégré évitait l'émission de 8 tonnes de CO2 par an par rapport à un chauffage conventionnel, soit l'équivalent de 40 000 km en voiture. Multiplié par des millions d'habitations, calculait l'ingénieur Thomas Rousseau, cette technologie pourrait contribuer significativement aux objectifs de neutralité carbone. Ces performances environnementales valurent à Delacroix d'être invité comme expert à la COP26 de Glasgow en novembre 2021. Son témoignage sur les solutions d'habitat géothermique individuel impressionna les délégations internationales et contribua à inscrire ces technologies dans les recommandations officielles de la conférence. Les innovations comme celle de M. Delacroix prouvent que la transition écologique passe aussi par la créativité individuelle, déclarait la présidente de la COP26. Cette reconnaissance internationale ouvrait de nouvelles perspectives de développement mondial. Plusieurs pays manifestèrent leur intérêt pour adapter la technologie à leur contexte géologique spécifique. Le Mexique, pour ses zones calcaires, la Turquie, pour ses régions de Cappadoce, la Chine, pour ses terrains karstiques. Des missions d'expertise étaient programmées dans ces différents pays pour évaluer les possibilités d'implantation. Cependant, le succès international posait aussi la question de la protection intellectuelle de l'innovation.
Plusieurs entreprises tentaient de breveter des variantes de la technologie Delacroix pour s'approprier commercialement ces découvertes. Face à ces tentatives d'appropriation, Delacroix décida de publier en open source tous ses plans et méthodes pour garantir la libre utilisation de ces innovations au service de la lutte contre le réchauffement climatique. Mon objectif n'a jamais été de m'enrichir personnellement, expliquait-il lors d'une conférence internationale, mais de démontrer qu'il est possible de vivre confortablement en harmonie avec l'environnement. Si mes découvertes peuvent aider l'humanité à réduire ses émissions de carbone, elles doivent rester librement accessibles. Cette philosophie altruiste renforçait son prestige moral et faisait de lui une figure emblématique de l'innovation écologique désintéressée. La création de la Fondation Delacroix pour l'habitat géothermique, en fin d'année 2021, institutionnalisait cette démarche de partage des connaissances. Dotée d'un budget initial de 2 millions d'euros provenant des revenus générés par le projet, cette fondation avait pour mission de financer la recherche, la formation et le développement de l'habitat géothermique dans le monde entier. C'est notre façon de rendre à la société ce qu'elle nous a apporté, expliquait Marie, présidente de cette nouvelle structure. L'histoire de Pierre Delacroix, partie d'une simple facture de chauffage trop élevée pour révolutionner l'habitat écologique mondial, illustrait parfaitement comment l'innovation individuelle peut transformer la société quand elle s'appuie sur l'ingéniosité, la persévérance et l'altruisme. Son exemple inspirait désormais des milliers de chercheurs et d'inventeurs dans le monde entier, prouvant que les solutions aux défis climatiques peuvent naître dans les endroits les plus inattendus. Paragraphe 8. Le printemps 2021 marqua un tournant décisif avec le lancement du premier programme de construction d'habitat géothermique à grande échelle en France. La région Nouvelle-Aquitaine, convaincue par les performances exceptionnelles du système Delacroix, décida de financer la construction de 50 logements sociaux utilisant des adaptations de sa technologie dans différents contextes géologiques régionaux. Ce projet pilote, baptisé Habitat 2050, visait à démontrer la faisabilité industrielle et sociale de l'innovation géothermique pour les populations à revenus modestes. L'architecte en chef du projet, Antoine Mercier, avait travaillé étroitement avec Delacroix pour adapter les principes de l'habitat souterrain aux contraintes de l'habitat social. Le défi, expliquait-il, aurait été de conserver les bénéfices thermiques de la technologie tout en créant des espaces de vie familiaux acceptables socialement et culturellement. Nous avons développé des habitations semi-enterrées qui bénéficient de l'inertie géothermique tout en conservant des ouvertures traditionnelles sur l'extérieur. Ces adaptations architecturales révélaient de nouvelles possibilités de l'habitat géothermique. En creusant partiellement les fondations dans des terrains favorables et en utilisant des murs de terre massives pour créer l'inertie thermique, les architectes parvenaient à reproduire 70% de l'efficacité énergétique du système Delacroix dans des constructions d'apparence conventionnelle. Cette approche hybride rendait la technologie plus acceptable pour le grand public. Le premier lotissement expérimental fut construit à Bergerac sur un terrain calcaire présentant des caractéristiques géologiques similaires à celles de la propriété Delacroix. Les 12 maisons du programme pilote intégraient des systèmes géothermiques passifs adaptés, puits canadiens pour la ventilation, murs de terre crue pour l'inertie thermique et micro-réseaux de circulation d'eau souterraine pour le chauffage radiant. Les premiers résultats dépassèrent toutes les attentes avec des économies de chauffage de 80% par rapport aux constructions conventionnelles. Ces succès attirèrent l'attention des grands groupes du bâtiment qui cherchaient des solutions pour respecter les nouvelles normes environnementales. Bouygues Construction signa un partenariat avec la Fondation Delacroix pour développer une gamme d'habitations géothermiques destinée au marché de la construction individuelle haut de gamme. Nous estimons le marché potentiel à 10 000 maisons par an d'ici 2025. Expliquait le directeur technique du groupe, pour des clients soucieux d'écologie et d'économie d'énergie. L'innovation de Delacroix inspirait également des projets plus ambitieux dans le secteur tertiaire. Le centre hospitalier de Périgueux étudiait la faisabilité d'un service de pneumologie utilisant l'air purifié naturellement des espaces géothermiques pour traiter les pathologies respiratoires. L'Université de Bordeaux envisageait la construction d'un campus expérimental entièrement climatisé par géothermie passive.
Même des data centers s'intéressaient à la technologie pour réduire leurs coûts de refroidissement. L'expansion internationale s'accélérait également avec des projets pilotes dans plusieurs pays. Le Mexique lança un programme de 100 d'habitation géothermique dans la région calcaire du Yucatan, adaptant la technologie de la croix au climat tropical. Le Canada expérimentait l'habitat souterrain géothermique pour les communautés isolées du Grand Nord. Même le Japon étudiait l'adaptation au terrain volcanique pour exploiter la géothermie naturelle des sources chaudes. Cette internationalisation nécessitait une adaptation constante des principes de base aux différents contextes climatiques et géologiques. Delacroix avait constitué une équipe de recherche internationale qui travaillait sur ces adaptations, géologues pour identifier les terrains favorables, thermiciens pour optimiser les systèmes selon les climats, architectes pour intégrer harmonieusement les innovations dans les cultures constructives locales. Les résultats de ces recherches enrichissaient constamment la base de connaissances de l'habitat géothermique. L'équipe avait ainsi découvert que les terrains granitiques, initialement considérés comme défavorables, pouvaient être exploités efficacement en utilisant des systèmes de pompes à chaleur géothermique, couplés aux techniques d'inertie thermique développées par Delacroix. Cette découverte élargissait considérablement le champ d'application de la technologie. L'impact social de l'innovation dépassait maintenant les simples questions énergétiques pour toucher des problématiques de santé publique et de bien-être. Des études médicales révélaient que les habitants des logements géothermiques présentaient moins de pathologies respiratoires, dormaient mieux et déclaraient un niveau de stress inférieur à celui des habitants de logements conventionnels. Nous découvrons que l'habitat géothermique ne se contente pas d'économiser l'énergie, observait le Dr Rosset, il améliore globalement la qualité de vie. Cette dimension sanitaire intéressait particulièrement les organismes de sécurité sociale qui voyaient dans l'habitat géothermique un moyen de réduire les dépenses de santé liées à l'habitat insalubre. Une étude pilote fut lancée pour quantifier les économies de santé publique générées par ce type d'habitat avec l'objectif d'intégrer ces bénéfices dans les politiques publiques de logement social. L'évolution personnelle de Delacroix était remarquable. Parti d'un retraité préoccupé par sa facture de chauffage, il était devenu en 3 ans une référence mondiale de l'innovation écologique, consultant régulièrement gouvernements et organisations internationales sur les questions d'habitat durable. Cette transformation illustrait parfaitement comment une innovation technique peut métamorphoser la vie de son inventeur tout en contribuant au bien commun de l'humanité. Paragraphe 9. L'été 2021 apporta une reconnaissance institutionnelle majeure avec l'attribution à Pierre Delacroix du prix Goldman pour l'environnement, souvent considéré comme le Nobel de l'écologie. Cette distinction internationale couronnait 3 années d'innovation révolutionnaire et consacrait l'habitat géothermique intégré comme l'une des solutions les plus prometteuses pour la transition énergétique mondiale. La cérémonie de remise du prix à San Francisco fut l'occasion pour Delacroix de présenter sa vision de l'avenir de l'habitat durable devant un parterre de dirigeants mondiaux et d'experts environnementaux. « Quand j'ai commencé à aménager ma grotte, déclara-t-il dans son discours de réception, je pensais simplement résoudre mon problème personnel de chauffage coûteux. Je n'imaginais pas que cette démarche pourrait contribuer à la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. Cette expérience m'a appris que les plus grandes révolutions naissent souvent des préoccupations les plus simples du quotidien. Cette philosophie pragmatique de l'innovation résonnait fortement auprès du public international. La médiatisation mondiale du prix Goldman propulsa l'habitat géothermique au premier plan de l'actualité écologique. CNN, BBC, NHK et les principales chaînes mondiales diffusèrent des reportages détaillés sur l'innovation française, créant un engouement planétaire pour cette technologie. Les demandes de coopération affluaient de dizaines de pays désireux de développer leurs propres programmes d'habitat géothermique adaptés à leurs contextes nationaux.